Le débat du dimanche, mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro qui sera consacré à cette visite du Premier ministre Choguel Maïga, une forte délégation gouvernementale à Gao. Un déplacement doublement apprécié si pour certains, cette visite a consacré le retour de l'État et de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Pour d'autres, en revanche, l'annulation des étapes de Bourem et d'Ansongo est un cinglant aveu d'échec face au péril terroriste. Le PM à Gao, échec ou réussite. Nous allons poser la question à nos invités. Maître Konaré, maître, bonsoir. Bonsoir. Maître qui revient après quelques jours de repos. Et puis le professeur Kissima Gakou, universitaire. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Amadou O Diallo, journaliste, analyste. Bonsoir, Diallo. Bonsoir. Et Massiré Diop du quotidien L'Indépendant. Le Premier ministre Choguel Maïga à la tête d'une importante délégation à Gao. Une visite qui aurait dû consacrer le retour de l'État, de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Mais d'autres Maliens pensent que c'est un cinglant aveu d'impuissance face au péril terroriste, notamment avec l'annulation des étapes d'Ansongo et de Bourem à la dernière minute. Amadou O Diallo, vous, justement, qu'est-ce que vous retenez de cette visite gouvernementale à Gao? Je pense que d'abord je remercie Africap et puis je profite de l'occasion à ma prise de parole pour dire que le 21 février prochain c'est la journée internationale de la langue maternelle. Et comme je dirige une structure de la langue qui gère une partie de cette situation, notamment la direction de la presse communautaire, donc nous profitons de l'occasion pour nous souhaiter bonne fête. Justement, on vous donne 2 minutes pour nous parler justement de cette structure et puis de cette journée-là. La structure que je gère s'appelle la direction de la presse communautaire, qu'on appelle communément Kibaru. On est basé en Amassadanga, c'est-à-dire que le marché de fruits, en Golonna. Nous travaillons avec 3 langues. Il y a 13 langues instrumentées qui peuvent servir de base de travail à toutes sortes de travail. Mais compte tenu de nos moyens, nous travaillons avec 3 langues. La langue Bamanankan, la langue Soninké et la langue Fulfulde. C'est des journaux qu'on produit tous les mois et qui est distribué dans les régions, notamment dans le milieu rural, parce que tout le monde n'est pas alphabétisé à Bamako. Surtout les Bamakois ne sont pas tellement alphabétisés. Mais il y a beaucoup de ruraux qui sont alphabétisés. Donc ce sont eux qu'on fournit en information. D'accord, ce sont les mêmes journaux qui relèvent de l'AMAP. Oui, oui, c'est des journaux qui... La structure relève de l'AMAP. C'est une structure de l'AMAP. Okay. Voilà, la journée, c'est tous les ans, le 21 février, que l'UNESCO a décrété comme journée des langues maternelles pour valoriser et puis promouvoir la diversité linguistique à travers le monde. C'est là dit. Voilà. Le PM à Gao à présent. Donc maintenant, le PM à Gao, c'est... Vous savez... Bon, je me dis, souvent, moi-même, je me taquine un peu. Moi-même, je me dis, il ne faut pas que ça soit la visite d'Iveka à Kidal. Une visite arrangée à Kidal. Bon, je pense que Kidal et Gao, ce n'est pas le cas. Cette visite a été suffisamment préparée et puis ça rentre dans le cadre de la reprise en main de la sécurité par les Maliens eux-mêmes. Et je pense qu'il y a beaucoup qui a été fait dans ce sens. Et surtout, il n'est pas venu à Gao les mains vides. Il est venu avec au moins quelques projets en main et qui ont été lancés, notamment et surtout le projet de reprise de la route Sévaré-Gao, qui est vraiment dégradée, qui est suffisamment dégradée, et puis qui est une route, une fierté malienne. Parce que avant cette route, pour relier Gao, ce n'était pas facile. Il fallait traverser des milliers de kilomètres de désert, de sable, donc ce n'était pas facile de pratiquer. À moins que Jonathan, le bâton de la commandable, sinon ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, le régime, quoi qu'on puisse dire, ça Traoré s'est battu pour que cette route-là soit, et ça a été vraiment un grand soulagement pour tout le septentrion malien. Maintenant, cette route est à un niveau de dégradation très avancé. Refaire cette route, c'est vraiment prioritaire et vraiment salutaire. Le fait que le PM amène dans son projet, disons dans ses bagages, un projet de réhabilitation de cette route-là, c'est déjà
une avancée. D'accord, Voilà. professeur Gakou. Gao, quand même, c'est la plus grande ville du nord du Mali. Ça faisait quand même un temps que une autorité de cette envergure-là ne s'y était pas rendue, surtout que le PM Choguel est allé avec une forte délégation. Vous, qu'est-ce que vous retenez finalement de ce déplacement? Merci. Il faut saluer l'initiative. Il faut également saluer ce voyage et en particulier les projets de développement qui ont été lancés, annoncés. Mais ce qui tique un peu, c'est ce report ou je sais pas cette annulation par rapport aux autres étapes et qu'il soit invoqué à l'appui de ça des problèmes de sécurité. Et on peut le comprendre, mais ce qui est plus difficile à comprendre, c'est est-ce que cette insécurité n'était pas prévisible? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est soudainement apparu? Parce que moi, j'ai vu le chronogramme, l'agenda du voyage du Premier ministre. C'était un agenda vraiment bien établi. C'est-à-dire, les itinéraires étaient connus, ce qui devait se faire aussi bien à Bourem, en Songo qu'à Al-Moustrat était détaillé avec tous les dispositifs pour l'accompagner. Bon, après, on voit que les autorités locales, régionales, ont indiqué que ce n'était pas faisable. Bon, les raisons officiellement n'ont pas été connues, mais il y a des supputations. Moi, je pense que là-dessus, il faut communiquer clairement. Parce que ça, ce n'est pas des choses qu'on peut cacher. D'accord. Voilà. C'est mieux de communiquer, sinon il y a plein de sous-entendus. Moi, j'ai entendu moult choses. Okay. Mais il n'y a pas de preuves. Il vaut mieux communiquer sur ce genre de situation. D'accord. Voilà. On aurait bien voulu avoir un communiqué officiel du gouvernement pour expliquer l'annulation ou le report. C'est lequel des deux mots, annulation ou report des étapes d'Ansongo et de Bourem. Mais maître Cheikh Omar Konaré, lorsqu'on aura dit ça, est-ce que échec ou réussite, quand même l'étape de Gao s'est très bien passée, mais l'annulation de celle d'Ansongo et de Bourem, est-ce que ce n'est pas une tache noire finalement sur ce périple-là? Bonsoir à tous. Et il faut inscrire ce voyage du Premier ministre dans la logique de l'unité nationale. Il s'est rendu à Gao pour montrer aux gens de Gao et de manière générale aux gens du Nord que le Nord reste malien, que Gao restait une ville malienne et que le gouvernement malien n'a pas oublié les populations éloignées de cette partie de notre pays. Le message second qui était lancé, c'est que les autorités ont décidé d'aller à Gao à bord d'un aéronef militaire du Mali. Et le Premier ministre a même souligné qu'il n'était plus nécessaire de rallier Gao avec les moyens de la MINUSMA ou d'une force étrangère. Ça aussi, c'est un élément de ce que les autorités ont appelé récemment la souveraineté retrouvée. Et enfin, les projets qui ont été expliqués, dévoilés à Gao montrent bien que l'État se préoccupe du développement ou de la poursuite du développement de ces régions du Nord-là. Des routes, des distributions de vivres, etc. Maintenant, vous vous demandez pourquoi la visite ne s'est pas poursuivie sur Ansongo, sur Bourem, etc. Mais le Premier ministre est allé à Sikasso. Pourquoi vous ne lui avez pas reproché de ne pas être allé à Kajolo ou bien à Yoroso? Justement, parce voilà. que Gao, Ansongo et Bourem initialement étaient dans le programme. Oui, mais celui qui a décidé le programme peut le corriger. Non. Sans qu'on aille supputer sur des questions de terrorisme ou de toute façon, il y a des terroristes à Gao là. Voilà. D'accord. Ouais, il faut être d'accord. Avant de donner la parole à Massiri rapidement. C'est pas du tout une polémique. Ouais. Mais je vais dire, le calendrier
c'était du 17 au 20, les 3 jours. Et l'agenda des 3 jours était établi clairement. Moi, je me dis que c'est le service de l'État. On ne peut pas ne pas connaître la situation sur le terrain en fonction d'un agenda qu'on établit officiellement. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut communiquer là-dessus. Sinon, le Premier ministre, il va dire d'aller sur l'ensemble du territoire. C'est le Mali, il doit aller partout. Mais j'ai dit, s'il y a un imprévu, dites pourquoi il y a l'imprévu. Sinon, vous laissez la rumeur prendre le dessus et chacun dira n'importe quoi. Ok. Voilà. Massiré Diop. Oui, bonsoir à tous. Bon, comme ils l'ont si bien rappelé, c'était une visite vraiment hautement salutaire. Cependant, il faut regretter que cela ne s'est pas passé comme prévu, parce que ça va toujours continuer à accompagner cette visite, et ça va même vraiment, ça va pas anéantir, mais en tout cas, ça va freiner un peu tout ce que les gens avaient comme souhait et vœux par rapport à cette visite-là. Les gens s'étaient mobilisés. Pour cette visite, que ce soit en Songo, que ce soit à Bourem. Et il était très important que le Premier ministre fasse ce déplacement. Moi, je me dis que quelque part, si cette situation arrive, il faut que des têtes tombent, parce que le travail n'a pas été fait comme il faut. Sinon, comment on peut établir un programme aussi bien ficelé? Est-ce qu'on peut aussi... Parce qu'avant même la visite, sûrement, il y a eu des précurseurs. On ne se lève pas un bon matin pour dire qu'on va visiter des endroits. Surtout qu'on connaît la zone là où on visite. Donc, quelque part, cette interruption ou bien cette suspension, vraiment, ça va laisser un arrière-goût, ou bien en tout cas d'un travail vraiment inachevé. Il fallait faire cette visite coûte que coûte. Pour moi, déjà, le message qu'on envoie est très fort, parce que les gens savent qu'ils sont menacés. Les gens vivent au quotidien le calvaire que les terroristes les imposent dans cette zone. C'est l'occasion aussi de saluer les efforts qui sont déployés par les militaires, qui sont en train de faire un travail extrêmement salutaire dans cette partie du territoire. Cependant, comme on est face à une menace asymétrique, c'est difficile de tout maîtriser. Donc, pour ce faire, s'il ne fallait pas aller jusqu'au bout, il fallait tout de suite interrompre. Avant même, l'étape de Gao n'était même pas nécessaire, au vu de tout ce qu'il fallait faire. D'accord. Amadou Diallo, on n'est pas dans un procès, sinon on aurait parlé de jurisprudence. Le même cas s'est produit lors de la visite de notre Premier ministre à Kidal. On lui a fait savoir que les conditions sécuritaires ne permettent pas son déplacement à Kidal. À supposer qu'on ait dit, qu'on ait répété au Premier ministre Choguel Maïga que le contexte sécuritaire à Ansongo et à Bourem ne permettait pas, est-ce qu'il aurait pu, vaille que vaille, coûte que coûte, s'y déplacer comme l'a fait un certain Moussa Mara, par exemple? Comment vous pensez que les deux situations ne sont pas les mêmes? Bon, pour moi, il faut clarifier les choses. L'annulation de ces deux étapes-là, à mon avis, ce n'est pas lié à une question de sécurité. Parce que, avant de venir sur ce plateau, j'ai appelé quelqu'un de Ménaka, aux environs de 15h, 16h comme ça. J'ai dit, quelle est la situation réelle sur le terrain? Le tableau qu'il m'a brossé me dit qu'il n'y a pas de problème majeur. Et surtout, il dit, depuis le départ de nos amis, aujourd'hui, il n'y a pas de problème majeur dans cette zone-là, dans la partie septentrionale, parce qu'ils avaient estimé que c'était les amis qui lançaient tout le temps, chaque mois, il y a une période bien précise, ce sont les amis là qui envoyaient les obis. Est-ce qu'on peut et surtout dans les pour être clair, il y avait 3 camps à côté, l'un à côté de l'autre. Et parmi ces 3 camps, c'est toujours le camp des Fama où le lobby tombait. Pourtant, il y a le camp des Barkhane, il y a le camp de la MINUSMA, jamais de tir là-bas. Mais juste toujours le camp des Fama. Et les Fama ne pouvaient pas sortir seuls pour aller sur le terrain sans être accompagnés. S'ils le font, ils vont tomber sur une mine. Dans le cas où ils sortent avec Barkhane, il n'y a aucun problème. Donc, était connu. Maintenant, aujourd'hui, il me dit, depuis, la population peut témoigner, il n'y a pas de problème majeur. Et mieux, pour ajouter ça, le commandant de la zone militaire est rentré tout récemment de Bourem. Il a fait Taoudeni, il a fini sa mission à Bourem pour voir la situation sécuritaire et au compte rendu, en tout cas à la télé, ce qu'il a dit ça va.
D'accord. Donc ça veut dire que... On est dans les symboles, on va rester avec vous, puisqu'on est dans les symboles, on est dans la communication, surtout que 24 heures avant, le Premier ministre, dans une déclaration, avait laissé entendre qu'il n'y a pas de portion du territoire malien qui ne soit pas occupée par l'État du Mali. Quand on dit ça, et que 24 heures plus tard, on recule, il y a malaise. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai dit on peut trouver d'autres explications. Ouais. Pas que sécuritaire. Sinon, même si, à supposer, il y a l'hélicoptère, si la route n'est pas sécurisée, le PM peut faire le déplacement en hélico pour aller à Ansongo et à Bourem. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que, à mon avis, ce n'est pas sécuritaire. Il y a d'autres raisons d'État. Ok. Voilà, qui n'est pas évoqué. Maintenant que le professeur dit, il faut communiquer dessus. D'accord. Les raisons fondamentales. Sinon, pour moi, ce n'est pas une question. Moi, je n'ai pas les compétences de Diallo avec des hypothèses comme ça sur une situation qui est toute proche là, qu'on n'a même pas bien fini de regarder. Et puis la perception de la sécurité pour la personne avec laquelle vous parlez à Menaka, la sécurité, ça peut changer d'une minute à l'autre. Et la compréhension de la sécurité, votre rapport à la sécurité et celle du Premier ministre ne sont pas du tout comparables. Et c'est un expert qui parle. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que vous vous êtes jeté en pâture. Mais ça, c'est votre choix. Ce que je dis, pour répondre à la question concernant ces deux premiers ministres, c'est des situations complètement différentes. Le Premier ministre d'alors, qui est allé à Kidal, savait très bien qu'il atterrissait dans un champ minier. Il le savait avant de partir. Mais il avait ses propres assurances. Il avait ses propres assurances en plus de ce que le personnage lui-même était. Donc, il est parti et ça a donné le résultat. Là, ce n'est pas pareil. Déjà parce que toutes les localités à visiter sont des localités sous contrôle. L'État est présent. Les représentants de l'État, c'est eux qui tiennent les lieux. Donc il n'y a pas de raison que l'État, incarné par le Premier ministre, ne puisse pas aller là-bas sans problème. Et je pense que c'est ce présupposé qui est à l'origine de l'agenda qui a été bien ficelé. Voilà. Donc, encore une fois, laissons le gouvernement ou qui de droit communiquer sur cette question. D'accord. Surtout que sur les réseaux, Massiré Diop, on avait vu des images de citernes calcinées. On avait dit entre la frontière Mali-Niger. Bon, jusque-là, il n'y a pas de réaction officielle. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. Mais je reviens sur cette question. Quand on dit qu'il n'y a pas de portion du territoire qui ne soit pas contrôlée par l'État, on doit continuer à assurer les Maliens. Mais si on recule, c'est l'autre effet également en termes de communication, en termes d'impact sur la cible quand même. C'est pour cela que je vous ai parlé tantôt du message. Le message qu'il y a envoyé aux terroristes et également à la population. Aux terroristes, ça peut donner un message comme quoi votre objectif est en train d'être atteint. Aux populations, ça peut leur donner un message comme quoi vous êtes les seuls à faire face à votre problème. Donc c'est en termes de message qu'il faut surtout voir ces actions qu'on pose. Et dans cette zone, c'est très sensible. Vous avez parlé du problème de cette citerne, mais ce n'est pas que ça. Par jour, ce qu'on peut rapporter comme incident sécuritaire, mais c'est difficile de les compter. Je vous ai dit, la menace, elle est asymétrique. Vous n'êtes pas en face d'un ennemi qui a le visage, qui est à visage découvert. C'est une menace difficile à cerner. Et tout le monde connaît aujourd'hui la menace qui est dans cette zone. On sait que sur par exemple, la route nationale 17, mais c'est la catastrophe. Depuis quelque temps, on ne cesse de s'en prendre aux véhicules. On a même attaqué des camps de déplacés. Donc c'est vous dire jusqu'où ils sont prêts à aller. Donc c'était pour cela qu'il était important de faire attention à une visite pareille. C'est une visite c'est comme un couteau à double tranchant. Vous réussissez, c'est très bien. Et vous échouez, ça peut vous poursuivre. D'accord. Surtout que juste un détail, surtout que juste avant, après cette affirmation de souveraineté retrouvée, vous avez aussi le ministre de la Défense qui est parti présenter un drone récemment acquis à Gao, justement. Donc c'est vous dire tout simplement le message
qu'il y a derrière, bon, on l'appellera pas volte-face, mais quand même cette action. D'accord, un couteau à double tranchant, pense Massiré Diop et Diallo n'est pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord, je dis encore une fois, il n'y a pas de terrorisme au Mali. Je suis convaincu de ça, il n'y a pas de terrorisme au Mali. Il y a une guerre par procuration qu'on nous livre. C'est clair et net dans ma tête. J'ai dit les obus. À Ménaka, quand un obus tombait, même les gens de Ménaka, les Ménakois même savaient qui a tiré les obus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, à demander à des gens de Ménaka. Et vous avez, le téléphone est libre, hein. Tout le monde peut appeler, tout le monde peut avoir l'information. Il est parti plusieurs fois à vous Ménaka. Savez, vous avez... Non, on a souvent dormi sur les dunes de Ménaka avec l'ami Assaratouman, qu'on salue ici, et toute la population de Ménaka. Mais quand Moussa Assaratouman, là, souvent il dormait dans le camp de Kafama. Pourquoi? Pourtant, il entretient, comment dirais-je, oui, un groupe armé. Donc, vous voulez dire que pour Ansongo et Bourem, il y avait des risques? Il n'y avait pas de risques. Moi, je suis d'accord, je suis convaincu que ça peut avoir une autre raison, mais pas sécuritaire. Franchement. Ok, maître Konaré. Je suis d'accord avec Kissima lorsqu'il dit que le gouvernement aurait dû communiquer sur le changement de programme. Mais en l'absence de communiqué gouvernemental, personne ne peut connaître avec certitude la raison pour laquelle la visite a changé de trajectoire. Donc ce que vous êtes en train de dire, Massiré et Kissima, c'est de la spéculation pure et simple. Parce que vous partez du principe que c'est des craintes terroristes qui ont motivé le fait que Shogel ne se soit pas rendu à Ansongo ou à Bourem. En fait, les gouvernants ont des informations que le commun des mortels n'a pas. Et cette affaire me rappelle un peu le vieux voyage, la vieille expédition que le calife de l'islam Oumar voulait mener sur Bagdad. Arrivé à mi-chemin, il a décidé de retourner parce que on venait de lui apprendre que la peste sévissait à Bagdad. Et quand il a pris la décision de rebrousser chemin, quelqu'un est venu lui dire, mais commandeur des croyants, vous craignez le destin? Il dit non, c'est le destin qui avait voulu que j'aille à Bagdad, c'est aussi le destin qui a décidé que je rebrousse chemin. Voilà. D'accord, donc c'est le destin qui a décidé que le père... Non, c'est-à-dire que je pense, ce qu'on est en train de dire, et c'est très sérieux. C'est-à-dire, nous n'avons jamais dit... Tu veux dire nous n'avons jamais dit... Non, nous n'avons jamais dit... Nous n'avons jamais dit, et nous ne le dirons jamais, que la seule raison qui a motivé l'annulation de ces étapes, c'est pour des raisons sécuritaires. Ça, moi, je ne le dis pas. J'ai dit par rapport au message qu'on est en train d'envoyer. Peut-être il y a d'autres raisons par rapport à son état de santé. On sait que récemment, il sort quand même d'une période pas si évidente pour lui. Donc, il y a une raison. Mais je dis tout simplement en termes de message qu'on véhicule auprès de la population sur place, auprès des terroristes, ça peut avoir un impact. Tout à fait. Mais il y a aussi un autre message qui peut avoir un impact, professeur Gakou. Si on laisse de côté l'annulation ou le report des étapes dans Songo et de Bourem, le PM a quand même rappelé à Gao, aux populations de Gao, la résilience de cette ville-là. En 2012, lorsqu'on avait pensé à la scission, à la division du Mali, Gao a résisté. Et ça fait du baume au cœur quand même de rappeler ça, surtout pour la jeune génération et dans le contexte actuel. Ça, ce n'était pas négatif. Non, pas du tout, jamais. Et de toute façon, Gao a toujours été le bastion d'une résistance. Ce n'est pas le Premier ministre qui leur a appris ça, ça c'est historique. Maintenant, ça reste un symbole pour le Mali. Et pour moi, cette visite du Premier ministre, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et je ne vais pas discuter sur les raisons de ci et ça, mais je pense qu'il ne faut pas dire sur ce plateau qu'il n'y a pas de terroristes au Mali. Parce qu'on a au moins Yad et Koufa. Ce sont des terroristes maliens. Voilà. Et vraiment, il ne faut pas dire ça, quoi. Hein? Voilà. Parce que si on refuse de regarder la réalité, on ne pourra plus rien combattre, quoi. D'accord. Voilà. Non.
Non, allez-y ouais, rapidement. voilà, ce que je veux dire, je suis convaincu, professeur, il n'y a pas de terrorisme au Mali. Et rien ne peut faire sortir ça de ma tête. D'accord. Parce que j'ai vécu des situations. Ok. Vous savez, Iyad et Koufala, pourquoi les Français se sont opposés à discuter avec eux? Pourtant, le Mali a décidé de discuter avec eux, de négocier avec eux. Mais pourquoi les Français se sont opposés? On va revenir avec vous. Le temps de prendre. Là, on peut discuter. Voilà, le temps de prendre quelques réactions sur Facebook. Ils sont nombreux à réagir sur la page Africable Télévision. Adama Tchomoko Kelly, le populisme a une durée de vie très courte, agenda préparé pendant des mois, mais suspendu à la dernière minute. Abou Draman Traoré, il ne sert à rien de tergiverser à propos de ce changement d'agenda du PM. Les autorités doivent seulement communiquer. Et puis cette autre réaction, Ibrahim Maïga qui dit: le Premier ministre a plutôt rappelé qu'il n'y a pas de portion du territoire où l'armée ne peut pas partir, mais il n'a pas parlé du Premier ministre lui-même. Voilà le débat qui se poursuit sur la page Facebook. Nous allons revenir sur le deuxième thème de l'émission juste après cette pause-là. L'analyse de la semaine, votre quotidien 100% digital édité à Bamako. L'ADS, c'est une couverture de l'actualité politique, géopolitique, sécuritaire et sociale au Sahel, en Afrique et dans le monde. Chaque dimanche, c'est un nouveau numéro écrit par les meilleurs analystes locaux et des entretiens avec des personnalités qui font l'actualité. Optez pour les meilleures analyses. Rendez-vous sur l'analyse-de-la-semaine.com et sur nos réseaux sociaux. L'analyse de la semaine, le monde à partir de Bamako. Voilà l'analyse de la semaine, le monde à partir de Bamako. Voilà, ça continue à débattre autour du premier thème, l'annulation ou le report de la visite du PM, les étapes d'Ansongo et de Bourem. On attend avec impatience justement le communiqué du gouvernement pour d'amples explications autour de cela. Deuxième thématique, l'incertitude autour du calendrier électoral devant permettre le retour à l'ordre constitutionnel. Massiri Diop, le référendum au mois de mars prochain, est-ce que c'est tenable selon vous dans le contexte actuel, normalement? Bon, vous savez, nous on peut tout imaginer, tous les scénarios possibles, mais face à des acteurs qui sont ceux qui sont concernés directement, qui admettent que ce n'est pas possible, là nous restons sur notre faim. Nous avons écouté, excusez-moi, le vocal qui a circulé, je pense, du président de la Cour constitutionnelle, qui dit que les moyens ne sont pas présents. Et si on se réfère aussi au texte qui parle de l'EJ, c'est-à-dire l'autorité qui doit gérer tout le processus, et on dit que quelque part c'est 6 mois normalement qu'elle a un délai de 6 mois pour l'organisation de ces élections. Et on voit que son installation n'est pas terminée, ses démembrements ne sont pas encore installés. Et d'autre part, on voit quelque part aussi la situation sécuritaire qui est sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des avancées, mais qui connaît encore quelques problèmes. Donc tout cela fait que, est-ce qu'il ne sera pas difficile d'organiser dans l'immédiat une élection? D'accord. Maître, incertitude, est-ce qu'on peut parler d'éventuels reports, sinon est-ce qu'on repousse un peu cet agenda électoral? Pour vous dire la vérité, je ne pense pas qu'on puisse respecter de manière stricte le calendrier électoral qui a été donné à la CEDEAO. L'EJ n'a même pas fini d'installer ses démembrements dans les régions, à plus forte raison dans les cercles et les communes. Dire qu'on a les milliards qu'il faut tout de suite là pour organiser les élections, je ne pense pas qu'on puisse l'affirmer. Les troupes qu'il faut déployer pour sécuriser le scrutin sur l'ensemble du territoire, je ne pense pas que ce plan puisse être mis en œuvre avant quelque temps. Et donc, je pense, et on n'a même pas fini de valider le projet de constitution. Et donc, je pense qu'il y aura nécessairement un report. Maintenant, il appartient au Mali de reporter dans la mesure de ses possibilités. Et il appartient à la communauté internationale de comprendre qu'à l'impossible, nul n'est tenu. On ne peut pas forcer une élection qui ne peut pas se tenir à telle date.
Donc ils sont bien obligés de nous attendre. Étant entendu que récemment, des émissaires de la CEDEAO ont quitté Bamako et ont dit qu'il y avait des progrès. Et effectivement, il y a des progrès. Le texte de la future constitution va être validé sous quelques jours. L'EJ a été mise en place, du moins au niveau de la direction. Des choses sont en cours pour acquérir le matériel électoral. On est en train de bouger. Ce n'est pas comme si on restait l'arme au pied. Mais maintenant, il ne faut pas tenir une élection avec la baguette de la CEDEAO sur la nuque. Il faut aller à notre rythme. Advienne que pourra. Oui, aller à notre rythme, sans oublier, professeur Gakou, que cet agenda-là, cette proposition, elle émane quand même du Mali, du gouvernement lui-même. Oui, c'est exact. C'est le calendrier convenu, d'accord parti entre la CEDEAO et le gouvernement transi. Mais cela dit, les élections, c'est une affaire très complexe. C'est comme les poupées russes là. Parce que les processus et les mécanismes sont emboîtés les unes dans les autres. Aussi bien en termes temporels, dans l'espace et dans le temps. Donc, dès lors que vous faussez la première marche, eh bien, du coup, ça se répercute sur l'ensemble. Il l'a dit tout de suite, l'EJ. Normalement, l'EJ, la loi dit que c'est 6 mois, elle doit être installée 6 mois avant. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire, même si on considère que le référendum lui seul, parce que le référendum, c'est une circonscription électorale unique, c'est-à-dire, c'est Bamako, le référendum. On n'a pas besoin des démembrements, etc. Parce que, bon, même ça, l'EJ ne peut pas, ce n'est pas possible parce que l'EJ n'a même pas mis ses démembrements, même à Bamako. Et démembrement, ça veut dire quoi? D'abord, disposer du personnel. Ensuite, installer ce personnel. Ça demande du temps. Sans compter que j'ai vu qu'il y a un projet de loi pour relire la loi électorale sur le décret qui a convoqué le CNT là, en session extraordinaire. La modification, ou je sais pas, de la loi électorale. Ensuite, la libre administration du territoire, les découpages administratifs, c'est-à-dire tout ce qui a partie liée avec les élections. Tout ça est devant le CNT en session extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux textes qui vont sortir. Et vous voyez ce que ça donne. Donc c'est mission impossible les élections. En tout cas dans le timing que nous connaissons aujourd'hui. D'accord. Voilà. Diallo, mission impossible, c'est le terrain qui commande. Finalement, à l'impossible, nul n'est tenu. Oui, à l'impossible, nul n'est tenu. Et ça, c'est bien connu. C'est là qui poussent le gouvernement à aller aux élections, ne font rien pour aider le gouvernement à aller aux élections. Élection, c'est d'abord le moyen. Mais il n'est pas de leur ressort d'organiser les élections. C'est le gouvernement qui doit organiser les élections. L'élection d'abord, c'est le moyen. Le Mali n'a pas de moyens. Économiquement, on ne peut pas. Le Mali a même cherché les moyens à travers le marché financier. On a obstrué cette possibilité-là au Mali. Le ministre des Finances a lancé l'appel. La souveraineté a un coût, M. Diallo. Oui. La souveraineté retrouvée a un coût. Oui, mais quand même, ça, emprunter sur le marché financier, ça n'a pas de coût. Mais pourquoi refuser ça aussi? Ce n'est pas du don, ce n'est pas de l'aumône. On cherche un financement et puis on va rembourser. Mais là aussi, on nous fait obstruction. Et on dit on veut pousser le gouvernement à aller aux élections. Comment ils vont aller aux élections? C'est pas possible. Soyons réalistes. C'est aussi simple que ça. Moi, je me dis, le calendrier électoral 2023, ce n'est pas possible. Et la raison est très simple. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. La direction de l'EJ a été installée, mais il n'y a pas... Pendant combien de jours la direction a été installée, mais qui n'avait pas de siège? Voilà. Donc, pour dire tout simplement, soyons réalistes, 2023, là, on pensait que ça allait être une année électorale. Le rendez-vous va être manqué parce que le gouvernement n'a pas suffisamment de moyens pour financer la guerre, qui est la guerre qu'on nous a imposée pour ruiner notre économie. Et ensuite, le gouvernement n'a pas d'argent pour faire tourner l'État, pour au moins le minimum soit assuré aux citoyens
dans un hôpital, dans une école, là où l'État doit être pour assurer le minimum à fortiori élection. Maintenant, c'est à eux et c'est à nous de conjuguer ensemble. Et c'est pour cette raison que les ministres sont à Addis Abeba pour négocier le retour du Mali, de la Guinée, du Burkina sur la scène internationale pour pouvoir au moins parler là où ils doivent parler pour débloquer les choses. Parce qu'on nous fait obstruction partout. D'accord. Et dans ces cas, ils ne peuvent pas nous parler d'élection. D'accord. Massiré Diop, les propos de Diallo me rappellent cette sagesse Bamanan qui dit que c'est pas au moment d'aller au lit que le chef de famille doit informer les enfants que tout le monde va dormir affamé ce soir. Quand même, c'est pas un mois du référendum qu'on va dire qu'il n'y a pas de moyens, que le Mali ne peut pas économiquement. Je pense qu'on a laissé assez de temps pour pouvoir préparer tout cela. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu des événements qui ont peut-être ralenti, qui ont fait un peu ralentir la marche. Mais le temps a été laissé et je pense que le calendrier, ce n'est pas une histoire de commun accord avec la CEDEAO, mais même les partis, tout le monde était consentant. Même les partis qui étaient opposés au fait que le pouvoir en place reste jusqu'en... Mais tout ça ont finalement réussi à accepter. Mais moi, je pense que c'est vrai... les conditions sont quand même très difficiles pour avoir des élections parce que ce qu'il faut redouter, c'est les crises post-électorales. Et le pays n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Donc, il faut tout faire pour éviter. Pour éviter cela, c'est quoi? Je pense qu'il y a lieu de tenir un grand dialogue pour dégager le maximum de consensus possible, afin de pouvoir parler aux partenaires et aux autres sur la situation. Mais lorsqu'on argumente comme quoi à l'impossible nul n'est tenu, finalement, les gens vont se dire à quand? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que nous sommes dans un village planétaire aujourd'hui. Nous sommes liés dans des organisations avec des textes, ces règlements et ainsi de suite. Donc pour cela, c'est important aujourd'hui à l'intérieur qu'on puisse déjà dégager un large consensus, peut-être après qu'il faudra remonter et certainement que ces organisations seront un peu plus flexibles pour comprendre vraiment que la situation sur le terrain mérite qu'on laisse assez de temps dans l'organisation. Maître Cheikh Omar Konaré, est-ce que c'est le contexte qui peut expliquer ça, puisque les élections souvent traditionnellement elles sont financées en partie par la communauté internationale. Est-ce que le fait peut-être de tourner dos à certains d'entre eux, des partenaires occidentaux, qui fait qu'on peut être dans cette disette économique dont parlait à l'instant Diallo, et puis de quel argument peut disposer le gouvernement pour convaincre par exemple les partis politiques à l'accompagner dans le report, dans la compréhension, sans qu'on entre dans une autre crise? Votre question est très intéressante. D'abord sur le plan économique. Le Mali, depuis 2 ans ou 3, vit sur ses propres deniers. L'aide internationale est coupée de tous côtés, à commencer par l'aide au développement de la France, qui était notre principal soutien en Europe. Et du fait que la France est en brouille avec nous, tous les mécanismes de financement qui dépendent de la France au plan international sont également gelés. Donc nous vivons sur nos propres deniers. Et ces deniers-là vont prioritairement dans l'acquisition d'armements. Vous avez vu des avions, des blindés, des ceci, cela. La Russie ne nous les donne pas en aumône. On paye. Et la Russie ne fait même pas de crédit. Donc on paye rubis sur l'ongle. Ensuite, vous avez l'école, vous avez la santé, vous avez les routes. Tout ça doit être financé. Et s'il en reste quelque chose, je ne pense pas que ce soit suffisant pour tenir des élections. Et donc, il faut attendre d'avoir les moyens pour tenir des élections. Ceux qui sont pressés, c'est leur affaire. Ça, c'est dingue. Maintenant, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous avons été mis pendant des mois sous embargo de la CEDEAO. Nous sommes isolés sur le plan international, sur le plan financier, sur le plan monétaire, sur le plan diplomatique. Mais comment ceux-là même qui sont en train de nous isoler peuvent-ils nous imposer un calendrier quelconque? C'est une bonne question là. Et enfin, vous parlez d'un large consensus national. J'ai toujours plaidé pour ce consensus. Sauf que au Mali,
aucun consensus ne peut se faire si vous ne partagez pas le gâteau. Et donc, il faut ouvrir le gouvernement, il faut ouvrir le CNT à ceux qui crient. Comme ça, ils vont cesser de crier. C'est tout. D'accord. Sinon, le consensus, ce n'est pas sur le papier. D'accord. Professeur Gakou, si de façon endogène, autonome, le Mali parvient à s'équiper, la logique voudrait également qu'il puisse lui-même financer ces scrutins-là, non? Oui, mais c'est ça la question de souveraineté. C'est pas je peux faire une partie et l'autre je ne peux pas, non. Ça ne vient pas sur la table de la souveraineté. Je pense que chacun est libre d'interpréter cette situation à sa manière, mais moi je pense que la question du moyen, elle est vraiment résiduelle dans le problème. Parce que des moyens pour faire les élections ne peuvent pas manquer au Mali, c'est pas possible. Maintenant, comme j'ai dit, les élections c'est beaucoup plus compliqué. Vous connaissez la situation du pays depuis longtemps. Maintenant, on se rend compte, par exemple, l'exemple c'est typiquement le fait que le CNT va entrer dans cette session extraordinaire pour, par exemple, le découpage territorial. Et le nombre de cercles, parce que vous savez que les circonscriptions électorales, c'est la commune, les cercles, bon, les régions, on sait déjà. Le nombre de cercles, peut-être que ça sera multiplié par 3, mais ça change les données électorales. Sans parler de tout ce que vous entendez sur la carte biométrique. Ça, ce sont des processus qui n'étaient pas à portée de connaissance au moment où on projetait ces agendas. Donc, il y a plein de facteurs d'impondérables, vraiment, qui font que on est dans une situation très, très complexe. D'accord. Diallo, la solution, au lieu d'aller vers 5 ou 6 scrutins, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement alléger, selon les possibilités, organiser 2 à 3 grandes élections avec les moyens dont le pays dispose pour revenir à l'ordre constitutionnel? Moi, je pense qu'il faut commencer par le référendum, faire adopter la constitution, la nouvelle constitution, et puis organiser la présidentielle. Maintenant, le nouveau président élu va faire les législatives, l'élection des hauts conseils, les hauts conseillers, et ensuite les autres élections connexes. En tout cas, c'est ce qui est possible. Sinon, si on veut commencer en bas pour monter vers la présidentielle, le schéma là n'est pas possible. Et une seule et unique raison, il n'y a pas d'argent. En réalité, tout le problème tourne autour de cette affaire d'argent. Le retard dans la mise en œuvre des processus et des procédures, c'est parce que pour ces processus et ces procédures, il faut de l'argent. Or, il n'y a pas d'argent pour financer ces procédures. Donc, du coup, ça impacte surtout. Mais il y a le paradoxe qui me fait souvent, qui me donne souvent à réfléchir. Ceux qui veulent qu'on aille aux élections pour qu'ils reviennent au Mali et prendre tout ce qu'ils veulent, comme ils l'ont toujours fait, et là même ne veulent rien faire pour qu'on puisse sortir de cette situation. Comme si on nous pousse dans le dos dans une nouvelle crise. C'est ce que moi je comprends. Parce que ne pas organiser ces élections-là, on va droit au mur. Et le mur, ce n'est pas autre chose, c'est une nouvelle crise. Est-ce que, les deux choses l'une, pousser les autorités actuelles à la faute pour obtenir leur départ d'une autre manière, et maintenant organiser les élections pour que les nouvelles autorités qui viendront soient favorables, ou le deuxième scénario, disons, ne pas accompagner ces autorités actuelles, maintenant, qui vont organiser des élections qu'ils vont contester, et nous amener encore dans une autre cycle de violence. Moi, je pense qu'il appartient aux Maliens d'être lucides et d'être suffisamment avertis, parce que dans tous les cas de figure, la communauté dite internationale, là, le grand machin là, ne vise que son seul intérêt dans le pays, dans nos pays africains. C'est pour cette raison qu'on nous pousse à la guerre pour nous appauvrir. Okay. Parce que la situation aujourd'hui au Mali, j'ai discuté avec des éleveurs. Il ne se passe pas un jour si un éleveur n'a pas de problème. Soit on lui enlève tout son troupeau,
soit on le tue, soit on le tue. Donc ça veut dire que la guerre, derrière cette guerre économique, derrière cette guerre qu'on nous impose, on est en train de détruire le cheptel malien. D'accord. On va revenir vers vous le temps de prendre cette réaction sur Facebook. Ibrahim Sori Diabagate, qu'on ne se fasse pas d'illusions, le calendrier électoral ne sera pas respecté. En revanche, il faut un consensus politique endogène entre acteurs pour convaincre la communauté internationale avec des arguments solides pour éviter les éventuelles sanctions. Massiré Diop, la question que j'ai envie de vous poser, vous, parce que vous êtes journaliste, nous aussi, de notre mirador, on voit les différents acteurs et on sent une crise de confiance entre, d'une part, une certaine classe politique qui pense que ceux qui sont aux affaires ont l'intention de prolonger le match, de se maintenir. Est-ce que dans ce contexte-là, ce sera facile de rapprocher, d'arriver à ce consensus tant souhaité? Non, ce n'est jamais facile. Vous savez, c'est pour cela qu'on dit toujours qu'une transition n'est pas généralement là pour tout faire. Il y a des priorités. Et une transition, et moi, je ne trouve pas que c'est l'occasion, comme Maître le pense, de réunir tout le monde autour de la table pour dire allez manger. C'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, pourquoi certains ministres... Aujourd'hui, si on veut aller plus loin, si on veut pousser encore plus loin le curseur, même certains départements ministériels, on doit les supprimer aujourd'hui. Se focaliser sur l'essentiel, parce qu'une transition, ce sont les affaires courantes. Vous ne pouvez pas tout régler, c'est difficile. D'accord. Parce que vous êtes déjà sous sanction, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça, parce que vous êtes sorti de l'ordre constitutionnel. Et tant que cet ordre n'est pas rétabli, les leviers ne seront pas actionnés. Okay. Donc il faut comprendre ça aujourd'hui. Cette crise de confiance ne prendra fin que lorsque il y aura cette élection et lorsqu'on aura des autorités élues, et en ce moment l'opposition va s'opposer et les autres vont diriger le temps d'avoir d'autres élections. D'accord, mais 30 secondes avant de parler du dernier thème. Ouais. Vous savez, Tangara, moi je vais vous dire le fond de ce que je pense réellement de la situation du Mali. D'abord, la démocratie qu'on a pratiquée depuis 1991, c'est du pipeau. Ça n'a servi à rien. Et donc, moi, je ne crois pas à cette démocratie. Il y a eu beaucoup de lycées. Ouais. Donc, si nous devons renouer avec cette forme de démocratie, ça veut dire que la transition a échoué. Je ne pense pas que quelqu'un doive faire un coup d'État, voire deux, et ensuite rendre le pays à des politiciens qui ont échoué, alors que l'insécurité sévit partout. Je ne sais pas si le colonel Assimi en a le pouvoir ou la force, mais je serais à sa place. Moi, je décréterais qu'il n'y aurait pas d'élection avant le recouvrement de tout le territoire. Maintenant, il peut y avoir des soulèvements, il peut y avoir ce qu'il va y avoir. Moi, j'assumerai ainsi ma décision. Pas d'élection avant le recouvrement de l'intégrité territoriale du Mali. Mais un délai pour ça. Je n'ai pas besoin de délai. Voilà, maintenant la CEDEAO n'a qu'à prendre ses sanctions. On va vivre avec ça. Voilà, ça c'est ce que je crois. Okay. Voilà, on va en venir donc au dernier thème. Massiré parlait de sanctions puisque le pays est sorti de l'ordre constitutionnel. Justement, d'autres pays comme la Guinée, le Burkina Faso qui sont dans le même contexte avec le Mali sont en train d'entrevoir l'hypothèse d'une fédération. Les chefs de la diplomatie des trois pays sont à Addis Abeba, non pas pour participer au sommet de l'Union africaine, mais pour plaider par rapport à cette fédération Mali, Guinée, Burkina Faso. Est-ce que vous pensez, Diallo, qui peuvent être entendus à Addis Abeba, ces ministres des Affaires étrangères? Non, difficilement, parce qu'ils n'ont pas accès à la grande salle de discussion. Donc, c'est des plaidoyers dans le couloir. Donc, ça peut peut-être faire son petit effet, mais pas l'effet qu'on attend. Parce que d'abord, le mal même de l'Afrique, c'est cette Union africaine-là. Parce que là-bas, on ne dit pas de vérité. Et ensuite, l'Union africaine est financée par les partenaires dont on dénonce. Comment on peut avoir la solution à nos problèmes? Tu ne peux pas dénoncer quelqu'un qui te finance. C'est pas possible.
L'Union africaine n'est pas financée par les Africains. Kadhafi a tenté, on a éliminé Kadhafi. Quel est le pays africain qui donne les moyens? L'Afrique du Sud qui a suffisamment de moyens ne met pas suffisamment de moyens. L'Algérie qui a suffisamment de moyens, non. 1 milliard pour financer le projet, ça c'est quoi? 1 milliard de dollars, ça c'est quoi? Pour le financement de l'Union africaine. L'Union africaine est logée dans un bâtiment construit par la Chine. D'accord. Ok. D'accord. Voilà, donc pour dire que tout simplement, maintenant, j'ai dit, ça c'est une solution endogène qu'il faut encourager. Il faut vraiment encourager cette histoire de fédération du Mali, du Burkina et du Niger, disons, de la Guinée, parce que d'abord on a une communauté de destin. Aujourd'hui, c'est les 3 pays en crise. C'est les 3 pays mis sur le banc de la communauté dite internationale, qui n'est pas d'abord internationale. C'est quelques pays seulement qui ne peuvent pas imposer leur volonté à tous les pays du monde. Donc ce n'est pas une communauté dite internationale. Maintenant, les 3 pays sont mis sous le banc par cette dite communauté-là. Et c'est les 3 pays qui sont aujourd'hui sous sanction. Donc les 3 pays ont obligation de faire front commun pour se faire entendre. D'accord. Et c'est de bonnes guerres. Ok, se faire entendre, on pensait que, certains avaient pensé que c'était de la communication, Massiré Diop, mais quand on les voit à Addis Abeba, dans les couloirs du sommet de l'Union africaine, on voit bien que c'est du sérieux finalement. Est-ce qu'ils ont une chance d'être entendus là-bas? Bon, je ne sais pas pour cette histoire, pour cette affaire de fédération, mais en tout cas, je sais que beaucoup sont là-bas surtout pour plaider leur réintégration dans ces organisations. Maintenant, cette affaire de fédération, vous savez, c'est pas en une journée, quoi. Il y a eu des tentatives. Et pourquoi ça n'a pas marché? Je pense que c'est une occasion de d'abord discuter, voir, faire des analyses approfondies pour savoir les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, afin d'éviter les erreurs du passé. Parce que si on veut aujourd'hui aller sans tenir compte de ce qui s'est déjà passé, mais après, cette crise de confiance entre le sommet et la base va continuer à s'instaurer. Donc moi, je pense que ce n'est pas l'occasion de voir gros, c'est de voir loin. Et pour voir loin, c'est bon d'être ensemble, mais pas forcément sous une forme de fédération, mais nous avons quand même, peut-être nous avons des spécificités qui peuvent être différentes des autres. Mais pas en se disant que, vous imaginez comment on va appeler cette fédération, comment est-ce que nos économies seront gérées, comment est-ce que on sait très bien que chacun de nos dirigeants sont jaloux de leur souveraineté. Hein? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier cette souveraineté pour aller vers cette fédération? D'accord, professeur Gessemagakou. Oui, non, je crois qu'il ne faut pas confondre. Ils ne sont pas allés dire là-bas la fédération. Hein. Ils sont allés pour faire plaider la levée des sanctions. Pour plaider leur réintégration et la levée des sanctions. C'est pas mal. Mais je pense que ça va prospérer difficilement. D'abord parce que par rapport aux sanctions, les 3 pays sont dans des situations différentes les unes des autres. Le Mali, quoi qu'on dise, le Mali est le plus avancé en matière de progrès dans la transition. Le Mali a déjà aujourd'hui un projet de constitution. Il a des échéances connues, ça c'est pas négligeable. Par contre, la Guinée, je pense pas, est-ce que c'est pas demain où ils sont en train d'appeler les gens pour aller réfléchir. Voilà. Et le Burkina, je crois que pour le moment, on sait qu'il y a un Premier ministre, un gouvernement, mais on sait. Bon, donc c'est pas pareil. Ces questions de sanctions, il faut qu'ils comprennent que l'Union africaine ou n'importe quelle institution régionale ou internationale ne peut pas se donner le pouvoir de lever ces sanctions. La subsidiarité est telle que ça va poser un problème plus grave à l'échelle institutionnelle africaine et internationale. Voilà, parce que l'UA a une charte, la CEDEAO aussi, ces organisations marchent avec des constitutions qui leur sont propres. Bon, on peut bien entendre des plaidoyers des chefs d'État qui sont des membres et qui sont en punition. Un puni qui vient faire un repentir, on peut l'écouter, mais ça ne veut pas dire qu'on va changer les règles du jeu. Oui, maître Akora. Oui, envoyer des délégations
ministériel pour aller plaider la levée de la suspension du Mali, de la Guinée et du Burkina de l'Union africaine, c'est vraiment perdre, gaspiller de l'argent. Des billets d'avion et des frais d'hôtel inutiles parce que la suspension ne sera pas levée. Pour la bonne raison que l'Union africaine a dans ses textes ce principe de suspendre tout pays où se perpètre un coup d'État. Si l'Union africaine lève les sanctions et la suspension du Mali, de la Guinée et du Burkina, autant supprimer que l'article qui prévoit la suspension de tout pays où se perpètre un coup d'État. Donc ça ne sera pas levé. Voilà, c'est de la propagande. Maintenant, pour ce qui concerne la fédération hypothétique Mali, Guinée, Burkina, les gens en parlent sans savoir ce que c'est qu'une fédération. Une fédération, avant d'y entrer, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a d'abord les critères de convergence économique qu'il faut fixer. Nous et la Guinée, nous n'avons même pas la même monnaie d'abord. Ensuite, il faut la création d'organes politiques communs. Rien de tel n'a été créé jusqu'à présent. Ensuite, nous sommes dirigés par des gouvernants dont on ne sait pas les ambitions. Peut-être que le président Traoré ou le président de tel ou tel autre pays voudrait tout simplement se porter candidat, ce qui va mettre fin au projet de fédération. Ensuite, il faut consulter le peuple, réviser les constitutions et organiser un référendum à l'échelle des 3 pays. Ça, c'est une affaire de 50 ans. Ce n'est pas maintenant. Donc, je ne comprends vraiment pas pourquoi tous ces discours-là, soudain, simplement parce que le Premier ministre burkinabé est venu ici nous dire qu'on devrait faire un effort commun. Oui, on peut agir ensemble. Mais l'idée de fédération, il faut l'exclure maintenant. Ce n'est pas possible. D'accord. Voilà. La fédération n'est pas possible avant 50 ans, hein, Maître Chekmar Konaré. C'est la fin de ce débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi avec justement nos invités. Maître Chekmar Konaré, avocat, professeur Kissima Gakou, universitaire, Amadou Diallo, analyste, Massiri Diop du quotidien, l'Indépendant. Merci à l'équipe technique, Touré, Dija, Keita, Omar Sangaré, Moussa Doumbia, Diko et Arnaud Yobou. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de Africable et à dimanche prochain, Inch'Allah, pour un autre débat. L'analyse de la semaine, votre quotidien 100% digital édité à Bamako. L'ADS, c'est une couverture de l'actualité politique, géopolitique, sécuritaire et sociale au Sahel, en Afrique et dans le monde. Chaque dimanche, c'est un nouveau numéro écrit par les meilleurs analystes locaux et des entretiens avec des personnalités qui font l'actualité. Optez pour les meilleures analyses. Rendez-vous sur l'analyse-de-la-semaine.com et sur nos réseaux sociaux. L'analyse de la semaine, le monde à partir de Bamako.